Alors, avec la sélection, le point qui est souvent évoqué, c'est le greffage. Et en particulier, alors je vais aller très très vite parce que j'ai déjà débordé sur le temps que j'avais, sinon on n'ira jamais au bout. En particulier sur les impacts supposés. On dit avant, quand c'était greffé à l'anglaise, on n'avait pas ce genre de problème. La greffe oméga est une catastrophe, etc. Vous l'avez entendu. Alors, quelques éléments objectifs. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on compare? Là, il faut quand même, on est obligé de s'arrêter un petit peu d'histoire. Hein. On dit autrefois, on entend souvent les vignes avant le greffage. Avaient des longévités exceptionnelles, il y a des vignes de 300, 400 ans, etc. On n'avait pas... voilà. Alors, il faut juste, encore une fois, se dire qu'on ne peut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Avant le phylloxéra, avant qu'on soit obligé de greffer, on cultivait des vignes franches de pied, hein, qui avaient été sélectionnées dans le milieu où elles étaient nées, hein, c'est-à-dire l'espace euro-asiatique, hein, de Vitis vinifera, Afrique du Nord aussi. Et la vigne n'avait pas de parasites majeurs. Donc on cultivait la vigne sur ses propres racines. Il y avait des dépérissements, c'est décrit, je vous l'ai dit, depuis l'Antiquité, hein, maladie du bois, esca, surtout, entre autres. Le problème, c'est que quand on est franc de pied, hein, on peut à l'infini renouveler un tronc, on peut à l'infini faire du marcottage, du bouturage, etc. Et ce qui fait qu'une parcelle, eh ben, elle peut durer avec de la vigne dessus, sans qu'il y ait un seul des pieds qui la constitue, et des troncs encore moins, qui soient là depuis le début. Hein. Donc, quelques chiffres rapidement. Hein. On considère que le vignoble français il a culminé autour de 1868 à plus de 2,5 millions d'hectares. Les chiffres ne sont pas super. Voilà. Et que la partie, que ce vignoble était constitué de deux parties. D'une partie commerciale, hein, qui servait au commerce du vin, etc. Et d'une énorme partie d'autoconsommation, utilisation familiale pour les ouvriers des exploitations, etc. Et qui a échappé un peu aux statistiques des administrations de l'époque. Par contre, les chiffres qu'on a, hein, parce que quand on dit le dépérissement provoque une baisse subie du rendement, quand on a quelques chiffres, on se rend compte que la productivité moyenne du vignoble français elle était très faible, hein, 20 hectolitres hectare. Donc on idéalise parfois une situation en disant oh, ça allait très bien, ça vivait très longtemps. Il faut regarder de quoi on parle quand on dit que ça vivait très longtemps. Et deuxièmement, on n'avait pas de problème, ça produisait bien, on se contentait de 20 hectolitres hectare, avec une partie... Alors, avec de très fortes disparités. Il est décrit des situations de 4 ou 5 hectolitres hectares jusqu'à plus de 100. Hein, voilà. Et ça, c'est la moyenne. Hein, qui était tiré, entre autres, de Magoué en 1850, qui donne des chiffres extrêmement précis, même par région, de production d'hectolitres, etc. Mais il y en a d'autres. Et dans Guyot, c'est pareil. Hein, les chiffres correspondent. Voilà. Donc voilà, hein, on avait ces ensembles de parcelles à exigence réduite. La façon de planter la vigne et de la renouveler, de la maintenir, par bouturage, différentes façons de bouturer, et par marcottage, c'est surtout ça. Hein, il est bien décrit que même à l'époque, hein, faire des remplacements par une bouture, la concurrence des souches à côté, ça marchait pas bien. Donc on couchait des sarments, on couchait des souches, etc. Hein. Autre chose aussi, c'est qu'on avait des variétés cultivées sur leurs propres racines, ce qui fait qu'on ne pouvait pas les cultiver toutes partout. Hein, j'ai la chance de suivre quelques projets de replantation de vignes franches de pied. On se rend compte par exemple que le Cabernet Sauvignon dans les terrains un peu trop humides il ne pousse pas, tandis qu'un cépage bordelais qui s'appelle le Mansin, qui s'appelait le Mansin des Palus, comme par hasard dans les terres humides il pousse très très bien. À côté le Cabernet il ne tient pas. Voilà. Donc on avait une adaptation obligatoire parce qu'on n'avait pas de porte-greffe et il était obligé de pousser. S'il ne poussait pas le cépage, on ne le plantait pas là parce que ça ne marchait pas, on n'avait pas de porte-greffe, hein, qui nous permettent de nous adapter. Donc voilà, c'est tout un tas de conditions, hein, voilà, des techniques de marcottage. Ce que vous voyez là, c'est une photo sur la parcelle qui a été classée monument historique, hein, qui est là depuis 1830, hein, qui est dans le Gers. Elle a constamment été renouvelée par marcottage, par bouturage, depuis les origines. Hein. Voilà. Et même encore, on voit les traces de très anciennes marcottes. Voilà. Sur la longévité des souches, on a pas mal de textes dans la littérature et on s'acharne avec quelques collègues à les trouver, qui nous décrivent la méthode du pourvignage, la vigne reste indéfiniment dans le même sol sans être arrachée ni replantée. Donc une parcelle qui a 300 ans, si ça se trouve, voilà, c'est clair que le renouvellement constant, on n'a que des souches, on a beaucoup de souches qui n'ont pas 300 ans. Voilà. C'est la parcelle, la durée de culture ininterrompue qui a peut-être 300 ans. Quelques références, en Bourgogne, on a un plan dont le sable demande à être renouvelé tous les 10 ou 20 ans. Hein, là, on est avant le phylloxéra, hein, on est franc de pied, etc. Donc on idéalise un petit peu, en fait, la tenue des troncs, des vignes, hein, sous l'ancien régime, je vais dire, c'est-à-dire avant le phylloxéra.
Bon, d'autres, Guyot, voilà, des modèles de conduite arrachés au bout de 25-40 ans, des cèpes renouvelés tous les 10, 12 ou 14 ans, etc. Enfin bon, sans parler du cas particulier de la Champagne, hein, où la culture faisait chaque année, hein, on faisait du provignage et que chaque année on repartait sur du bois de l'année. Hein, c'était un travail de Romains, ils enlevaient les échalas, ils bêchaient, ils couchaient les sarments, ils faisaient repartir chaque année de nouveaux pieds. Voilà. Donc là, on ne peut pas parler de vieillissement d'une souche. Hein. Voilà. Donc à partir de la reconstitution, donc après les ravages du phylloxéra, on a replanté tout le vignoble français en une trentaine d'années avec greffage. C'est là qu'on a étendu le Cournouet, je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Qui est né, se sont nées différentes pratiques, différentes techniques pour le greffage. Pas l'oméga. L'oméga est arrivé beaucoup plus tard. Donc à l'époque, aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, on a tout qui a changé, mais tout, radicalement, pas seulement le fait qu'on greffe. Hein, le fait qu'on greffe, ça a des implications, on va y revenir, mais on ne peut pas recéper à l'infini, puisque dès qu'on arrive au point de greffe, c'est fini, on a le porte-greffe. Hein, on peut éventuellement regreffer dessus quand tout va bien. Le renouvellement des troncs, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la règle. Vous avez vu le système champenois, les marcottages, les provignages, etc. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas la règle. Les marcottages, ça se fait un petit peu, hein, c'est marginal, et on sait qu'au bout d'un moment, si on sépare la marcotte, il y a des chances que le phylloxéra étant toujours là, et sûrement pour toujours, il se fasse rattraper, même si, encore une fois, une vigne au milieu, hein, d'un ensemble greffé, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, elle peut tenir. Hein, par contre, si on plante une parcelle dans un sol favorable au phylloxéra intégralement, là on s'expose à ce que dès que ça arrive, ça va très vite. Voilà. Donc on confond aujourd'hui, clairement, l'âge d'une parcelle, l'âge d'un pied de vigne, avec ses racines, et l'âge d'un tronc de vigne. Aujourd'hui, quand on dit c'est une vieille vigne, on parle d'un tronc. On parle d'un tronc. Voilà. Et un tronc, c'est pas du tout. Hein, la seule notion de longévité d'une parcelle de vigne, c'est pas uniquement l'âge de son tronc. Hein, quand on est toujours sur ses propres racines, le moindre bourgeon qui pousse, c'est le cépage. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est une première réflexion qui fait qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on compare. Au niveau des maladies du bois, c'est cité, hein, je vous renvoie à l'étude de Philippe Larignon, très, très intéressante, depuis l'Antiquité. Mais après la reconstitution, dès le début du XXe siècle et même à la fin du XIXe, de très gros problèmes sont relatés avec des comptages très précis sur le Sauvignon en Anjou, sur le Cabernet Sauvignon à Bordeaux, etc. Au début du XXe siècle, les ravages d'Esca ont été redoutables. Pourquoi ? Parce que tout le vignoble avait à peu près le même âge, puisqu'on a tout reconstitué en une trentaine d'années. Donc on est tombé, ça, il y a des pics d'expression, on est tombé par grandes vagues dans des pics d'expression pour le même cépage au même endroit. Et quand tout ce qui est décrit, ce sont les cépages sensibles, le Cinsault dans le Midi, le Sauvignon sur le Val-de-Loire, le Cabernet et le Sauvignon blanc dans le Bordelais. Et au début du XXe siècle, on s'est dit c'est une catastrophe. Avec le recul, on s'est dit voilà, on avait des normes surfaces qui arrivaient à leur pic d'expression, avec peut-être des conditions climatiques, comme on le sait, qui jouent, etc. Voilà, donc là, la littérature, elle foisonne de descriptions, voilà, des vieilles planches, des descriptions de l'avancée de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé, à partir des années 20, qu'un insecticide qui était employé pour la pyrale et quelques autres insectes, finalement, tous ceux qui traitaient avec ça, ils avaient beaucoup moins de problèmes. Et ça a été l'utilisation de l'arsénite de soude pendant à peu près 80 ans, enfin une centaine d'années au total, mais 80 ans avec objectif les maladies du bois, l'ESCA. Voilà. Jusqu'en 2001. Mais les problèmes généralisés qui sont décrits, c'est très clair. Ils sont arrivés au début du XXe siècle. L'oméga, la greffe en oméga, elle a été inventée en 1975. Le brevet a été déposé en 1975. Voilà, elle était loin, comme la sélection clonale tout à l'heure. Donc, sur ces problèmes particuliers de maladie, on a aussi quelques autres points historiques intéressants. Dans les années 80 et 90, je me rappelle, j'y étais un peu, l'eutypiose était un sujet de préoccupation énorme. Hein, l'eutypiose dans le Bordelais, qui était vraiment extrêmement marqué. Il y avait des campagnes de lutte contre l'eutypiose, des arrêtés préfectoraux pour interdire les tas de souches. Hein, qui sont des réservoirs, etc. Les travaux de Bernadette Dubos qui avaient montré toute l'épidémiologie de l'eutypiose.
Bon, le typiose, ben alors ça correspondait à quoi? On avait l'effet de l'arsénite sur les SCA, tandis que l'arsénite, on le sait aujourd'hui, était relativement peu efficace sur la propagation et sur le développement de l'eutypiose. Hein, pas autant en tout cas que ce que ça fait sur les SCA et les Botryosferia. Voilà. On ne se souciait pas, il y avait des tas de souches partout. Moi je me rappelle quand même, voir des tas de souches partout dans la campagne, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et peut-être des cycles climatiques un peu plus favorables à l'eutypiose, avec des printemps très humides. On a basculé après les années 2000 vers différents types de conditions. On voit qu'on est toujours en basculement de temps en temps. On voit quand même qu'on a des choses un peu atypiques. Donc ces choses-là, ces trois facteurs probablement cumulés font que l'eutypiose était relativement préoccupante. Aujourd'hui, c'est plus le problème le plus criant, quoi. Voilà. La greffe oméga, je vous l'ai dit, généralisée à partir des années 80, petit à petit. Parce que tout le monde n'y est pas passé du jour au lendemain. Hein. J'ai encore connu il y a quelques années des pépinières qui greffaient tout encore à l'anglaise. Voilà. Jusqu'en 2000 et des poussières. Voilà. Donc les atteintes des maladies du bois dès la reconstitution. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est jamais très simple, j'ai dit dans le vivant en général, qu'il y ait un impact du greffage. Pourquoi pas? Oui, le greffage, c'est une plaie, c'est un traumatisme, c'est un stress. On sait aujourd'hui le rôle des stress précoces sur les jeunes vignes, etc. Après peut-être en tant que facteur aggravant de ces maladies. Le changement de pratique, évidemment, il n'est pas du tout favorable à la longévité d'une parcelle, puisque, comme je vous l'ai dit, on s'acharne à garder des troncs. Une augmentation générale de la vigueur, les techniques culturales, le défoncement des terres, qui n'existait pas avant, l'apport massif des engrais, qui était avant, on se contentait d'un peu de fumure animale, de colombine, de fumier, etc. Tout a été extrêmement bouleversé, et y compris la hausse moyenne des rendements. Hein, on est passé de 20 hectos à, je ne sais pas, la moyenne aujourd'hui, la hausse moyenne des rendements, elle a suivi cet ensemble de pratiques. Hein. Donc, essayer de tout mettre sur un seul facteur, moi je ne sais pas comment on peut honnêtement le faire. Hein, ça me semble complètement surréaliste. Donc, que la greffe, en général, le greffage, l'opération de greffage ait un impact, oui, ça c'est tout à fait plausible, parce que ça représente un stress et une blessure, un lieu de pénétration de champignons, tout ce qu'on veut, oui, ça à l'évidence. Mais dire que la greffe oméga est responsable des dépérissements, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors je veux bien, moi, discuter de tout. Hein. Les évolutions climatiques, les sécheresses, les canicules, etc. Et en particulier, ça aussi on l'appréhende de mieux en mieux lorsque la vigne est très jeune, en phase d'implantation racinaire. Là aussi, le rôle à ne pas négliger des assistances à la taille, les sécateurs, d'abord pneumatiques, puis électriques progressifs avec grande ouverture et tout ce qu'on veut. C'est pratique pour recéper les grandes ouvertures. Mais il n'empêche qu'avec ces sécateurs puissants, maniables, on peut raser beaucoup plus, on peut faire des plus grosses plaies plus facilement que ce qu'on avait en sécateur à main et que ce qu'on avait même en sécateur pneumatique là, qui partait d'un coup et qui était un peu moins pratique pour raser. Voilà. Donc le rôle des plaies rasées, hein, ça a été longuement souligné, des cônes de dessèchement, les cônes de bois mort, etc. Là aussi, clairement, oui, les évolutions, les coupes qu'on fait au niveau des plaies montrent qu'il y a un impact sur la circulation de la sève de ces grosses plaies. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est un ensemble de facteurs. On observe aussi, alors ça aussi c'est simple, hein, sur des vignes franches de pied, il y en a quand même un peu dans le monde. Le Chili, l'Argentine, quelques vieilles parcelles. Ça, c'est des photos. Des replantations récentes, voilà, sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est la photo, celui qui l'a pris, elle est un peu mauvaise. À gauche, une souche qui a 5 ans, qui a des symptômes d'ESCA, hein, qui est franche de pied. Des vignes au Chili, ça, c'est une parcelle, la parcelle monument historique, hein, qui de temps en temps, on ne voit pas très bien là, mais ça, c'est une souche de tanate en pleine apoplexie, alors que le tronc a peut-être une centaine d'années. Voilà. Donc, sur les vignes franches de pied, on a aussi des maladies du bois, hein, au Chili également. Hein, on voit que les cabernets crèvent, et du dépérissement de la syrah aussi sur des choses non greffées. Des parcelles entières ont été arrachées au Chili. Voilà. Donc voilà, hein, des données historiques un petit peu en vrac, excusez-moi, et rapidement exposées, mais qui quand même
aide un peu à comprendre que les processus d'évolution, si on isole un facteur, on n'est pas très honnête. Et qu'en l'occurrence, isoler celui-là, la greffe oméga, là, ça ne tient pas la route, même si personne n'a jamais dit qu'une greffe mal fichue, que des choses mal adaptées, des mauvaises soudures, c'était un facteur de qualité, c'est évident. Mais isoler ce facteur, encore une fois, et ne tenir compte que de ça, ça me semble assez difficile à tenir. Voilà. Il n'empêche que voilà, personne n'est sourd. Au vu de tout ce qui est soulevé, il y a des expérimentations qui sont menées. Là, on a eu la chance de pouvoir, grâce aux collègues du BNIC, on a la chance de pouvoir retravailler sur un essai qui a été implanté en 1994, comparaison de différents systèmes avec des hormonages, etc., et de la greffe oméga, greffe à l'anglaise. Cette parcelle, on l'a vu encore il y a quelques semaines, elle est parfaitement en place, et elle a été suivie par le BNIC, Vincent Dumont, depuis qu'elle a été plantée. Voilà. Après 24 ans, voilà les taux d'expression des maladies du bois sur de l'uni blanc qui est extrêmement sensible. Voilà. On est entre les manquants et l'expression exactement au même niveau. Et là, on est dans un essai carré, le matériel était connu, était sain, etc. Et les parcelles, il y a des répétitions, il y a des placettes. Voilà. Donc on va un peu retravailler pour le synthétiser. Enfin, c'est les collègues du BNIC qui vont le faire. Donc après 24 ans sur cet essai, qui est très carré, il n'y en a pas beaucoup, on n'a aucune différence. C'est une donnée. Après, dans les observations, sur quelques souches qu'ils ont découpées pour regarder, il y a des nécroses qui apparaissent au point de greffe, mais quel que soit le système de greffe, que ce soit de l'anglaise ou de l'oméga, ils trouvent des nécroses, mais pas dans tous. C'est complètement aléatoire. Donc ça dépend aussi des plaies, des pamprages de la taille à 2 yeux. On l'a retrouvé dans ces bois, ils ont retrouvé la trace des premières tailles. Il n'y a pas que la blessure de la greffe, en fait, non plus, qui se passe à la base. Parfois, avec les tailles et les épamprages, on a des souches non greffées qui ont un gros bourrelet à la base, alors qu'on n'a pas de greffage. On a l'impression que c'est greffé, mais non, le bourrelet, il est lié à la cicatrisation des plaies, d'épamprages et de taille à la base du tronc. Alors, on observe ce genre de choses curieuses quand même assez fréquemment. Donc, dans le cadre du projet labellisé par le plan de dépérissement du projet Origine, donc il y a tout un travail qui s'est remis en place sur les critères de qualité de la greffe avec des outils d'investigation non destructive, de la tomographie à rayon X, donc des outils, ce sont des appareils médicaux qui vont être utilisés pour observer des points de greffe. Donc voilà, et différents types de greffes aussi. Bon, ça, ce sont les nécroses, et on voit qu'il y en a beaucoup plus vers le haut du tronc que vers le bas. Voilà, et en fait, il y en a partout. Et à chaque fois, c'est largement en relation plutôt avec des grosses plaies, et le porte-greffe étant lui-même en bas plutôt indemne. Voilà. Dans la bibliographie par rapport à ça, il y a peu de choses vraiment exploitables, parce qu'on compare encore une fois des choses pas comparables, une parcelle à côté avec celle-ci, etc. Voilà, toujours des mêmes difficultés méthodologiques pour comparer les deux. Voilà, donc les nouveaux travaux sur les différents types de greffes, on espère qu'au moins on pourra hériter de dispositifs, c'est en cours, on va planter. Voilà, ça c'est des essais dans le cadre du projet Origine sur la qualité de la soudure. Voilà, on se rend compte que finalement, c'est dans le premier temps qui est sur la qualité de la soudure sortie de la pépinière, sur de la greffe oméga, c'est là où on a le plus grand nombre de plants qui passent tous les critères de qualité. Parce que c'est vrai que c'est une greffe très commode, etc. Après, tout dépend de comment elle est effectuée aussi, parce que ça nécessite d'adapter parfaitement les diamètres, et ça, c'est un coup d'œil, c'est de l'expérience, c'est la vista du greffeur. Voilà. Oui, Claire. Je suis allé très vite, je ne pouvais pas aller plus vite. Donc là, juste une petite diapositive pour vous montrer qu'il y a des essais qui sont en place en Bourgogne-Franche-Comté pour comparer justement la greffe anglaise et la greffe oméga. Donc on a des essais sur des plantations, donc sur Chardonnay et sur Sauvignon. Et on regarde aussi des essais en repiquage. Donc on a entre 300 et 3000 pieds pour les plantations et environ une centaine de plants pour les essais en repiquage. Donc c'est des parcelles qui ont été mises en place en 2010 ou 2011. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'expression de symptômes, donc on ne peut pas dire voilà, s'il y a un type de greffe qui est plus avantageux que l'autre. Mais on a quand même fait des mesures agronomiques et on a pu voir qu'il n'y avait pas d'influence du type de greffe sur le diamètre des baguettes. Et puis on a aussi regardé l'arrivée en taille de production de ces différentes greffes. Et donc on n'a pas vu de différence en fonction des greffes sur la taille de production.
Donc on continue à suivre ces essais et puis dès qu'il y aura des résultats intéressants par rapport à l'arrivée des premiers symptômes, on les communiquera bien sûr. Ah oui, c'est après les... Bon, on aura un petit moment d'échange parce que là va arriver le chapitre sur la pépinière, le prolongement du greffage. Alors voilà, exactement dans le prolongement, c'est aussi des questions qui sont souvent posées. Le rôle des champignons qui sont présents dans les jeunes plants, hein, dès le départ, par rapport aux maladies du bois. Alors là, il y a beaucoup de travaux depuis une quinzaine d'années. Donc juste des introductions. Les maladies du bois, aujourd'hui dernier recensement, ou peut-être avant-dernier, parce que ça date déjà de 2017, si ça se trouve on en a trouvé d'autres, 133 espèces de 34 genres de champignons sont susceptibles d'induire des problèmes de différentes maladies du bois dans le monde. C'était le recensement de Florence Fontaine en 2017. On va s'intéresser à ce qu'on a chez nous, c'est déjà pas mal. Ce qu'on trouve, ce sont les Botryosferia, les différentes espèces qui se propagent en pépinière. Tous ces champignons-là, on les trouve en pépinière. Au fur et à mesure du process, vous allez le voir. On trouve des champignons responsables des maladies de l'ESCA ou de la maladie de Petri, PCH et PAL, pour les appeler par leur petit nom. Et on trouve de l'excoriose, le champignon de l'excoriose, assez fréquemment en pépinière. Et un autre champignon, quand on met un peu de côté, le pied noir, parce que c'est un champignon qui est partout dans tous les sols, quasiment, mais qui ne fait des dégâts qu'à partir du moment où il se trouve en conditions favorisantes, c'est-à-dire des sols très lourds, hydromorphes, qui restent humides très longtemps. Et bon, on n'a pas de gros problèmes de pied noir en France, c'est plutôt des cas assez marginaux. Voilà. Alors, des champignons, un rappel quand même, en pépinière. Des champignons, certains champignons ne sont jamais retrouvés en pépinière. Et ce n'est pas les moindres. L'eutypiose, déjà le champignon de l'eutypiose, qui est quand même à elle toute seule responsable d'un dépérissement, l'eutypiose, et le champignon Fomitiphoria mediterranea, qui est responsable de la formation d'amadou, qui s'installe sur des nécroses précédemment faites par d'autres champignons en général, dans le bois. Donc ces deux champignons, l'amadou, c'est quand même l'ESCA qui donne son nom à la maladie. Iska en grec ancien, ça veut dire amadou. Celui-là, il ne se transmet pas par la pépinière, champignon majeur quand même, et Eutypalata non plus, qui est aussi un des précurseurs de l'ESCA. Un autre point aussi, qui est intéressant, c'est toujours de l'histoire, les techniques de pépinière, elles ont très peu évolué. C'est de l'assemblage, de l'emboîtage, de la mise en chambre chaude sans lumière et avec beaucoup d'humidité, et après du repiquage de matériel. À part l'introduction de fongicides dans les process, qui ne peuvent pas aller dans le sens où on favorise quand même beaucoup de champignons, à part ça, le gros de la technique, depuis qu'on l'a mise au point, à la fin du 19e siècle, ça n'a pas énormément changé. Donc ça c'est pas un facteur qui a beaucoup changé. Ce qui nous fait dire que ces champignons-là, les maladies étant présentes et les techniques ayant peu évolué, ils sont probablement présents en pépinière depuis toujours. Simplement, on les analyse que depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, quoi. Voilà. Donc comment ça se passe ? Le process, grosso modo, les champignons ils sont sur les écorces. Pendant les opérations de pépinière, les trempages, les stratifications en chambre chaude à la faveur de la chaleur et de l'humidité, ils se multiplient, ils pénètrent dans les tissus, ils colonisent. Les plus rapides, ce sont les champignons Botryosferia, responsables du black dead arm entre autres et quelques autres maladies. Et après les autres, ils se développent un petit peu plus tard, PCH et PAL, les champignons de l'ESCA, en particulier le PAL qu'on le trouve quand même beaucoup plus dans des champs, dans des plants qui ont été faits en pépinière traditionnelle, au plein champ, dont le cycle de production est un peu plus long, parce que simplement c'est des champignons qui poussent, qui s'installent et qui poussent un peu plus lentement que les autres. Voilà. L'inoculum, on le trouve partout, partout, sur bois mort et vivant, dans les forêts, etc., dans l'air. Les mêmes populations fongiques, on les trouve sur des souches saines et malades. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Mais il s'avère qu'effectivement, des symptômes sont parfois trouvés sur des jeunes vignes, avant 10 ans, voire même pas mal avant 10 ans. Un certain nombre d'affections ont été affectées à ces champignons, la verticillose, la fusariose, la maladie de Petri, le black dead arm, qui est souvent les premières expressions qu'on trouve sur des jeunes vignes, etc. Ce qui fait que on fleurit partout dans la littérature internationale des travaux sur la pépinière et des préconisations disant les pépiniéristes doivent désinfecter leur bois, ils doivent aller choisir les vignes mères dans des parcelles où il n'y a pas le moindre symptôme, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de préconisations
qualitative envers la pépinière, alors que en fait peu de questions de fond sont posées, c'est-à-dire que bon, on sait que ces champignons ils sont partout. Mais quel est le rôle donc des champignons qui sont déjà dans le plan par rapport à l'expression des symptômes? Ce qui nous intéresse, c'est pas les champignons, ce qui nous intéresse, c'est les vignes qui crèvent. Hein. Donc quel est le rôle de ces champignons qui sont là au départ? Quelle est efficacité? Est-ce qu'il y a une véritable efficacité d'une désinfection totale du matériel? Pourquoi pas, s'il faut se la poser la question, parce que c'est pas neutre. Hein. À quelle vitesse quand même des plants sont colonisés par les champignons, où ça se passe, à quelle vitesse, etc. Donc, premier chapitre, c'est voilà, par rapport aux préconisations qui sont faites, est-ce qu'on peut produire un plant sans champignons? C'est-à-dire, les pépiniéristes doivent faire des efforts de production de plants sans champignons, qu'au moins on soit tranquille au départ. C'est pas si évident, parce que les champignons, je vous l'ai dit, ils sont partout. Qu'on a tout un tas de choses, c'est très aléatoire d'une entreprise à l'autre, d'un lot de plants à l'autre, etc. On a 3 voies en les classant pour obtenir du matériel sans champignons. Greffer des choses non aoûtées, du greffage herbacé, je vais vous montrer ça tout à l'heure, là où on sait, ça a été montré qu'il n'y a pas de champignons à l'intérieur. Désinfecter, réduire l'inoculum à l'entrée sur les bois, pendant tout le process à l'entrée des boutures, et après progressivement, soit après, une fois qu'on a fini les plants, soit tout le long, en partant du début qui rejoint l'étape précédente jusqu'à la sortie des plants, désinfecter et détruire cet inoculum au fur et à mesure. Voilà les 3 méthodes qu'on voit. Alors, produire des plants indemnes, oui, c'est possible. Parce que ça a été montré, vous voyez, ça se fait en enceinte climatique, sur des faibles diamètres, on prend des entrecœurs, etc. Faire des petites greffes en fente, voilà. On fait des plants qui sont très fins, qui ont des jolis points de greffe. Le point de greffe, il s'efface complètement, on n'a pas les gros bourrelets, on a très très peu de cale sur ces choses-là. C'est un cale vraiment très fin, des soudures quasi parfaites. Voilà, on peut le faire. Donc ça, c'est une méthode, mais par contre, c'est une technicité à contre-saison. Il faut le faire pendant le mois de juin. Il faut des installations, des enceintes climatiques. C'est pas mécanisable, c'est extrêmement délicat. C'est des petites choses herbacées, donc ça tient pas bien. Voilà. Donc là aujourd'hui, ça c'est fait par des pépinières pour du matériel particulier, des matériels rares, etc. Mais envisageable en masse. Voilà. Mais mettons-le de côté, ça marche. On peut le faire. Réduire l'inoculum. Alors là, première chose, on va travailler sur des vignes où il n'y a pas de maladie du bois, des jeunes parcelles, etc. Ça, c'est une préconisation qui est souvent reprise dans la littérature. On l'a fait pendant plusieurs années avec les collègues, dans plusieurs endroits, on est allé chercher des jeunes vignes, des vignes mères. Alors même clones, même porte-greffe, et même clones de porte-greffe, des très vieilles vignes avec énormément de maladies, ou même je suis allé marquer sur des souches malades. Des bois qui étaient aoutés pour prélever directement ça sur des souches malades, avec des porte-greffes où il y avait une quantité de manquants et des nécroses dans les têtes de sol, etc. On a assemblé ça ensemble, des situations moyennes avec quelques symptômes et des situations de très jeunes vignes. On a fait varier ça pendant plusieurs années. On n'a obtenu aucune différence à la sortie en termes de présence des champignons. C'est-à-dire si l'indicateur c'est on essaye de faire le vide à l'entrée, d'utiliser que des bois jeunes, ensuite de regarder à la sortie ce qui sort, on peut aller chercher des bois sur les parcelles les plus pourries possibles. On aura exactement les mêmes populations et au même niveau dans les lots à la sortie que si on est allé chercher uniquement des bois dans des vignes mères qui ont 2-3 ans et qui n'ont aucun symptôme. Alors ça nous a surpris, on a répété les choses pendant plusieurs années et finalement on l'a confirmé, aucune influence de l'âge et de l'état sanitaire des vignes mères sur l'état des plants, sur la quantité de champignons qui sortent à la fin dans les greffés soudés. On n'a trouvé aucune différence. Voilà un exemple. Ça, c'est les niveaux de ce qu'on trouvait au niveau des greffons. Alors, on en trouve beaucoup moins dans les greffons. Des champignons, ça, c'est dans les tissus internes. Il y en a sur les écorces. Là, je crois qu'il n'y a pas les écorces. Là. Donc, on en voyait un petit peu plus à l'intérieur, à l'entrée de la pépinière. Vous voyez, sur le vieux, c'est les vieux porte-greffes, il y en avait un peu plus. Et à la fin, vous voyez, les assemblages, on est exactement au même niveau. Et même parfois, sur certains champignons, on est un petit peu moins. Enfin bon, on a trouvé exactement, ça c'est un des nombreux essais qu'on a fait dans ce sens-là, on a trouvé exactement le même niveau dans les assemblages finaux, qu'on ait assemblé des choses très vieilles et très malades, ou très jeunes et complètement saines. Donc pour nous, là aujourd'hui, c'est plié, à moins qu'il y ait d'autres résultats qui sortent. Par ce moyen-là,
aller chercher uniquement, ça veut dire faire des rotations de vignes mères à moins de 10 ans, etc. Ce qui est extrêmement coûteux. Hein. Tout ça, c'est pas non plus uniquement pour se faire plaisir. Donc par ce moyen-là, on n'a pas pu avoir de réduction de plants malades à la fin. Bon. Les méthodes de désinfection. Alors bon, je vais aller vite. Il y a énormément de choses qui ont été testées par des sociétés, par énormément d'organismes. Ce qui a pu être montré à la fin, c'est que dans le meilleur des cas, on a une efficacité ponctuelle. Oui, on voit les populations qui descendent. Mais si on prend les mêmes échantillons, un même échantillonnage quelques semaines plus tard, hop, ça remonte. C'est-à-dire qu'au mieux, on a une désinfection partielle et ponctuelle. C'est-à-dire ça élimine pas tout, une partie. Et ponctuelle, et si on prend plus tard, étant donné que les microbes sont partout, on se retrouve avec le même niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut envisager une diminution durable qu'en mettant une chaîne continue de désinfection au cours du process. Alors là aussi, on peut parler de coût, d'environnement, parce que là, tout ça, on parle par exemple de bains de trempage, ce qui génère des effluents avec des matières actives, que ce soit des désinfectants, des fongicides, etc., dont il faut traiter les effluents. Les ouvriers, ils sont exposés, parce qu'on trempe des bois, et après, les greffeurs, les bois, ils sont obligés de les prendre, ils en ont plein partout. Les produits qui sont utilisés, fongicides ou autres, là, le personnel de pépinière est directement en contact avec. Donc tout ça, c'est pas neutre. Donc si on impose des désinfections, c'est des éléments quand même qu'il ne faut pas jeter comme ça d'un geste négligent, parce que ça a des implications en termes de santé éventuelle, en termes d'exposition au moins, ça c'est sûr, en termes d'exposition des personnels et de gestion des effluents. Parce que c'est des bains. Un bac de trempage, ça fait 1 mètre cube. Il y a 1 mètre cube de solution fongicide à gérer. Voilà. C'est pas un résidu de fond de pulvé. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une seule molécule d'ailleurs qui est autorisée. Aujourd'hui, l'oxyquinoline, qui est à la fois fongicide et qui a un effet bactéricide, qui est un CMR. Voilà, je ne vous fais pas de détails. Qui est employé, faute de mieux, pas par tout le monde, mais qui est employé. Alors, moyennant évidemment protection, etc. Voilà, ça c'est les résultats d'un essai qu'on a publié où on a essayé plein de produits, différents produits, y compris des essences végétales, etc. Au passage, il y a une essence végétale extrait d'écorce d'orange qui nous a fait crever les plants, parce qu'il y a aussi vous voyez, c'est le premier, c'est la viabilité des plants. Et vous voyez qu'en bas, alors quand c'est rouge, c'est que ça ne marche pas. Pas de diminution des champignons visés, DS, NP, PV, etc., PL, vous voyez, bon. Quand c'est vert, c'est que ça a marché. On a vu une diminution significative. Quand c'est jaune, c'est que c'était extrêmement mitigé. C'est-à-dire que d'une répétition à l'autre, c'était pas fiable. Là où il y a beaucoup de vert, vous voyez que quasiment il y a beaucoup de choses de rouge. On n'a pas eu de désinfection totale, même avec de l'eau de javel. Voilà, parce que je vous l'ai dit, à peine on désinfecte, juste après, ça recontamine. Par contre, en bas, vous voyez, il y a pas mal de vert. En bas, c'est le traitement eau chaude. Donc ce qu'on a trouvé de plus efficace, c'est le traitement eau chaude, tel qu'il est pratiqué pour la flavescence dorée. Donc on s'est intéressé au traitement eau chaude. Dans la littérature, et on est d'accord, c'est en accord avec nos résultats, le traitement eau chaude est avéré, efficace sur ce fameux agent du pied noir, mais qui représente aujourd'hui pas un vrai problème, dans le sens où il est présent dans tous les sols, donc même si on l'élimine sur quelques talons, après on le retrouve de toute façon dans le sol. Et deuxièmement, dans le sens où il ne fait vraiment des problèmes qu'en conditions bien particulières, et pas très fréquentes. Donc bon... ensuite, si on regarde dans la littérature, on s'aperçoit qu'à peu près tout le monde est d'accord, même si ça n'a pas l'air. On a une réduction, mais pas d'élimination, des champignons. Là, on parle des champignons responsables de l'ESCA, PAL et PCH. Donc, vous voyez, il y a pas mal de littérature là-dessus. Inefficace de temps en temps, une réduction, ou alors une faible réduction, et jusqu'à une dernière étude qui a été faite avec des outils d'analyse génétique très, très poussés, où on s'aperçoit que derrière le traitement eau chaude, finalement, il y a encore pas mal de choses de vivantes, une grande diversité fongique qui est vivante après le traitement eau chaude. Donc, et ce qui confirme aussi, ça c'est en aparté, la méthode d'analyse est très importante dans les résultats aussi. On n'a pas toujours les mêmes résultats, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que certains peuvent être réduits, certains champignons sont réduits par le traitement eau chaude, mais pas tous et pas complètement. Voilà. Donc voilà les conclusions. C'est une efficacité ponctuelle et relative. Voilà. Donc pour avoir des plants sans champignons, ça suffit pas. Ça marche pas. Réduire sélectivement, pourquoi pas. On peut déjà dire, allez, baissons d'un cran. Après,
seul le travail sur plan fini et pas sur bouture, parce que si on traite à l'eau chaude sur bouture, on va réduire l'inoculum au départ, mais vous avez vu que ça, à la fin, ça aboutit quand même à la même chose. Donc la seule solution, c'est de traiter à l'eau chaude des plants finis, et là on fait baisser certaines populations de champignons, mais pas tous. Voilà. Et pas complètement. Donc ce n'est pas une stérilisation. Et quant à l'intérêt d'utiliser du matériel traité à l'eau chaude, dans le cadre des maladies du bois, notre collègue, entre autres Philippe Larignon, mais ici en collaboration avec des tas d'acteurs locaux, dont ici en Bourgogne, il est retourné sur des parcelles qui avaient été traitées à l'eau chaude ou qui avaient été implantées au moment des essais de traitement à eau chaude avec des témoins non traités et des témoins traités. Il y en a eu dans toutes les régions. Hein. Bon, et ben voilà, alors c'est les courbes de même couleur, pointillées ou plein, c'est traitement eau chaude ou pas traitement eau chaude. Et ben en fait, on est au même niveau. Voilà, grosso modo, après des années d'observation, les symptômes de maladie du bois sur les variétés, sur les parcelles qui ont été implantées, qu'ils soient issus de traitement eau chaude ou pas issus de traitement eau chaude, en conditions comparables sur les mêmes parcelles plantées le même jour avec le même matériel, eh ben, on n'a pas de différence. Hein, parce que bon, il y a même des fois où c'est le témoin qui est moins atteint que le... Bon, c'est dans la limite des barres d'erreur, on va dire. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, les observations, elles ont montré qu'il n'y avait aucun impact sur le comportement au champ des maladies du bois, sur les maladies du bois, pardon, du traitement au chaud. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est aussi conforme. Depuis 20 ans, on est obligé de traiter le matériel de base pour implanter les vignes-mères de greffon. On est obligé de les traiter à l'eau chaude. Si les parcelles de vignes-mères de greffon résistaient aux maladies du bois, j'en serais le premier content. Voilà. C'est pas le cas du tout. Donc on n'observe pas au champ du tout de différenciation par rapport à ça. Un mot sur le biocontrôle, puisque il y a des espoirs qui sont nés de la découverte d'activités antagonistes de certains champignons ou bactéries en boîte de pétri, c'est-à-dire que le champignon se développe, tandis que le champignon pathogène est bloqué dans sa croissance, voire même est complètement inhibé. Mais tout ça, c'est en test. C'est en test en boîte de pétri, c'est des tests de confrontation sur un milieu nutritif. Qu'est-ce qu'il en est in vivo? Alors la première chose, il y a très longtemps qu'on a, avec les firmes, mené des essais d'inoculation des plants, pour voir si, en mettant du trichoderma, entre autres, ces trichoderma, on pouvait avoir moins de champignons après. Ce qu'on a vu d'abord, c'est que le trichoderma, il gêne en rien la reprise des plants. Ça, il s'inocule très bien, on le retrouve partout d'ailleurs, même là où on ne veut pas l'avoir mis. Il est heureux, il se développe assez facilement, il s'implante très facilement dans les bois. Voilà. Par contre, ce qu'on trouve, c'est que tous les autres champignons sont présents au même niveau que dans les témoins. Il y a le trichoderma, mais les autres, ils y sont aussi. Ça, malheureusement, il y a certaines équipes qui n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Simplement, c'est lié à des problèmes d'analyse. Quand on fait les analyses les moins chères, c'est des analyses microbiologiques. On prend des carottages, des petits fragments de bois, etc. On les met en culture et on regarde les champignons qui poussent. Bon. Si on met ça dans un milieu de culture, les trichoderma, ils poussent plus vite que les autres. Et en boîte de pétri, vous avez vu que ça marche et que donc les autres, ils ne poussent pas. Donc il faut... ça c'est de la cuisine d'analyse, mais si on ne met pas un inhibiteur de la croissance des trichoderma, les autres ils ne peuvent pas pousser. Donc la méthode d'analyse, elle aboutit à dire il n'y a que des trichoderma, tout va bien. Donc c'est bon, les autres n'y sont pas. Si on inhibe les trichoderma dans le milieu, les autres ils poussent exactement au même niveau. Et ça, ça c'est un point de désaccord avec certaines publications, parce que justement, ils n'ont pas tenu compte de ça, du fait que ça marche dans les boîtes de pétri. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. C'est ce qu'on appelle quelque part un problème analytique. Voilà. Donc il n'empêche, là aujourd'hui, il y a des produits homologués, vous les connaissez, je vais les citer, le Vintech, l'Esquive et l'Escalador. Le Vintech qui est homologué par trempage en pépinière, voilà, en trichoderma. L'Escalator, c'est d'autres souches de trichoderma. Mais par contre, on a bien montré clairement que pour produire des plants sans champignons, non, d'abord, on met du trichoderma, qui est un champignon, mais après, sans champignons pathogènes, ça ne marche pas. Par contre, pour l'instant, pour la maîtrise in vivo sur les vignes adultes, là, ça doit encore faire ses preuves. C'est assez clair, il y a beaucoup d'essais qui sont mis en place. Les premiers n'étaient pas très concluants, ni en termes de méthodo, ni en termes de résultats. Voilà. Là, aujourd'hui, ça doit encore faire ses preuves. C'est aussi des choses qui, si ça marche un peu, c'est sur le très long terme. Donc voilà, juste pour compléter par rapport aux essais au niveau régional, on a testé le produit Esquive, que ce soit sur des vignes en plantation donc adultes et expressives,
Et on a aussi suivi des parcelles d'essais où on suit les repiquages. Donc c'est des essais qui ont été mis en place en 2009 sur les différents départements. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de différence entre les parties qui sont traitées à l'esquive et les parties non traitées. Et on a aussi testé d'autres produits comme Fistar et STX. Et soit on n'avait pas d'efficacité, soit on n'avait pas d'expression. Donc à l'heure actuelle, on se concentre vraiment sur 6 produits à un intérêt, sur les jeunes plants et les repiquages, donc le traiter le plus tôt possible pour voir si ce produit peut avoir un impact après sur l'expression. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie sur les trichodermas ? Est-ce que si on amène d'autres champignons, je pense aux mycorhizes sur le pied, est-ce que ça peut combattre les mauvais champignons, enfin les champignons qu'on retrouve dessus? Est-ce qu'il y a un combat entre eux? Est-ce qu'il y a eu des études de menées ou pas sur ce type de... Alors les mycorhizes sont de plus en plus étudiées. Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste des mycorhizes, mais bon, ce que j'en sais en discutant avec mes collègues et en lisant la littérature là-dessus, c'est que déjà bon, la vigne est une des plantes les plus mycorhizées. Il y a des mycorhizes naturelles. Dès qu'on met un pied de vigne dans le sol, très rapidement il se mycorhize, hein, c'est généralement, donc là aussi ça n'empêche pas les maladies du bois, hein. Il faudrait imaginer un mécanisme qui fait que par des mycorhizes, il y a quelque chose qui se passe. Les mycorhizes, elles restent au niveau des racines, hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui amène un élément de défense de la vigne par rapport aux maladies du bois. À ce jour, c'est pas visible au vignoble, sachant que tout est mycorhizé. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer des souches de mycorhizes particulières qui stimuleraient les défenses de la vigne ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est que quand on amène une mycorhize soi-même sur des plants, j'ai des collègues qui mènent des essais là-dessus, rapidement, a priori, il y a de fortes chances qu'elles soient supplantées au bout de quelques temps par les mycorhizes naturelles qui viennent du sol, qui sont dans leur milieu et qui sont adaptées. Donc, à ce niveau-là, il y a des travaux en cours, hein, parce qu'on découvre plein de choses sur les mycorhizes, que ça soit un élément fondamental de bien-être de la vigne, d'exploration des capacités du sol, etc. Indéniablement, oui. Est-ce que ça peut aider à lutter contre des maladies en général et les maladies du bois en particulier? Là, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve là-dessus. Et voilà, tout ce qu'on peut dire. Donc on a aussi mis en place des essais où on mycorhize des plants comparé à des plants qui sont non mycorhizés. C'est un essai aussi qui a été couplé avec différentes longueurs de racines des plants. Et en fait, on n'a pas vu de différence entre les pieds mycorhizés et les pieds non mycorhizés. Mais on a vu un impact de la taille des racines coupées au moment de la plantation et le fait de laisser des racines un peu plus longues que couper à ras le talon, ça avait un intérêt sur la reprise du plant. Donc pour l'instant, on n'a que ces résultats-là. Sur les mycorhizes, dans le Jura, on avait une parcelle aussi qui avait été plantée dans les années 90, 90 ou 91, qui avait été plantée avec deux lots, un lot mycorhizé et non mycorhizé. Donc on était tourné sur cette parcelle-là dans les années 2009-10 par là. Jusqu'à 2013, on a suivi Esquin, kiff-kiff. Pas une différence. Planté le même jour, avec le même lot, c'était fait avec un pépiniériste. Les lots étaient assez carrés. En plus, après, Trichoderma ensemencé sur plan, on avait le même résultat. c'est vrai que par rapport aux mycorhizes, il faudrait aussi avoir une hypothèse, parce qu'on peut toujours regarder ce qui se passe, mais là aujourd'hui, une hypothèse de quoi? De stimulation de défense par les mycorhizes par rapport à des maladies. Voilà, c'est ce que je disais, la vigne elle est largement mycorhizée, elle se défend pas, hein, mal. Ça dépend des cépages, mais voilà. Non. Le but, c'est de trouver des champignons, des bons champignons pour qui combattent les mauvais. Ah oui. Oui, un biocontrôle à base de micro-organismes, bien sûr. Oui, là, bon, il y a beaucoup de travaux dans toute maladie et toute culture confondues là-dessus. Là, aujourd'hui, à part quelques cas, la voie du biocontrôle, les résultats sont relativement minces. Il y en a, mais là, aujourd'hui, en vigne, on est un peu, sur les maladies du bois en tout cas, pour l'instant, on est un peu en attente de preuves d'efficacité, quoi. Voilà.
Le charbon, le cuivre, a priori, il y a peu de chance. Alors sur le charbon, j'ai pas de souvenir d'essai, mais c'est pareil. Non, je sais pas, je peux pas te répondre. J'ai pas en tête d'avoir vu passer des essais clairs sur le charbon. Voilà. Sur le cuivre, oui, et ça marche pas. Voilà. Sinon, du cuivre, on a mis quand même pas mal dans les vignes, ça se serait vu aussi. Un peu, peut-être, probablement. Enfin, bon. Ça aurait marché avant. Par rapport au charbon, je crois qu'il y a des collègues de chambre dans le Cognac qui ont suivi des essais et le niveau d'expression entre les modalités où il y avait eu un apport de ce produit-là, comparé avec le témoin, l'expression était très faible, donc ils continuent de suivre cet essai et du coup, pour l'instant, on n'a pas de résultat et de différence entre les deux modalités à cause du faible niveau d'expression. Alors, on va continuer sur la partie pépinière, juste par un essai pour répondre à la deuxième question. La première question, c'était est-ce qu'on peut produire un plant sans champignons ? Si vous vous rappelez, il y a une seule solution, c'est de faire des greffages herbacés. Les désinfections, il faudrait imaginer des chaînes de désinfection qui aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans l'air du temps. Mais il n'empêche que, étant donné que les préoccupations sont là, les questions elles sont posées, il ne faut pas rester sourd non plus. Donc, dans le cadre toujours du plan de dépérissement et de ce projet Origine qui s'intéresse à tout ce qui est vraiment le matériel végétal et les préoccupations qu'on peut avoir par rapport au dépérissement, nous avons mené des essais. La réponse à la question que je vous posais au début, est-ce qu'un primo-inoculum dans les plants, il a un impact au champ ? Ça, personne n'a répondu à cette question. Là, je vais être même plus franc. Personne n'a essayé d'y répondre. Tout le monde part dans la littérature. Il y a énormément d'analyses de jeunes plants en pépinière. Et parce que c'est facile d'analyser des jeunes plants, tandis que c'est compliqué d'aller faire des analyses sur des vieilles souches. Les plants ont des découpes en rondelles, sur 20 cm, c'est facile. On regarde ce qu'il y a dedans, etc. Et on trouve plein de champignons. Et les publications pullulent concernant la présence de tel ou tel champignon dans le matériel de pépinière. Autant il y en a, autant on va en trouver, sauf quelques-uns. Et le présupposé général, c'est que ce qu'on trouve dans les plants, ça c'est vraiment... on ne se pose même pas la question dans la littérature. C'est ça. Ce qu'il y a dans les plants, ça a un impact sur ce qui se passe au champ. La question, moi je pense qu'il faut se la poser. Parce que c'est quand même ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est la maladie au champ qui nous intéresse. Donc, nous partant du fait qu'on pouvait obtenir des plants sans champignons à base de greffe boutures herbacées, on en a mis en place. On a mis en place un essai il y a quelques années, en 2012, à l'IFV Sud-Ouest, en comparant le même assemblage issu de greffes herbacées, même assemblage issu des mêmes parcelles, des mêmes bois de vigne, etc. Un greffé en herbacé et l'autre greffé en ligneux, et planté dans une parcelle et observé sur le long cours. Voilà, donc on a pu vérifier dans les lots que le lot témoin, alors on a eu de la chance, il était contaminé à 60% des plants qu'on a échantillonnés dans le lot témoin, greffage ligneux, avaient des Botryosferia. On n'a trouvé que cette famille de champignons, ce genre, Botryosferia. On a trouvé plusieurs, mais ces Botryos, qui sont ceux qui se multiplient le plus vite en pépinière, il y en avait dans 60% des plants, ce qui est pas mal, ça nous fait un lot bien contaminé. C'était un lot témoin parfait pour nous. On s'en est réjouis. Et si on prenait ce qu'il y avait sur les écorces, on était même à presque 80%. Donc il y avait des champignons, mais ils sont partout. Voilà. Et tandis qu'on n'a rien trouvé sur les boutures herbacées, les greffes boutures herbacées qu'on a analysées dans le lot de greffes herbacées, on n'a rien eu. Donc on a eu bien ces deux lots avec deux statuts sanitaires qui nous allaient bien. Donc voilà, ça c'est le détail des analyses microbio, voilà, peu importe, c'est des prélèvements et des échantillonnages en conditions désinfectantes de fragments de bois. Donc comment on a procédé ? On a planté la parcelle avec nos différentes modalités, nos répétitions, etc. La première année, forte vigueur, on l'a juste retaillé à deux yeux. Donc deuxième année, on a monté 2 troncs à chaque souche, parce qu'il y avait suffisamment de vigueur, on n'avait pas en prêt, etc. On a monté 2 troncs. Il y a une photo là. On en a prélevé un, et on a gardé l'autre, et on a analysé. Après donc 1 an et quelques au champ, et juste une taille à deux yeux, on avait déjà 10% des plants qui n'avaient rien au départ, 10%, qui avaient des Botryosferia dans les tissus internes. À l'intérieur, on n'a pas compté les écorces. Sur les écorces, ça fait un peu plus, mais là, je ne présente que les résultats sur les tissus internes. Sur le lot contaminé, il y en avait 60% au départ, on n'en a trouvé plus que 45.
Alors, le champignon, il n'a probablement pas disparu. Hein. On est passé d'un plan qu'on a analysé à 7 niveaux et qui faisait une vingtaine de centimètres ou 25, à un plan où il y a eu 2 troncs et on en a prélevé un qui faisait 1,50 m de long. Donc, il est probable que l'effet de dilution lié à la croissance, après on est obligé de faire des échantillonnages, on ne peut pas analyser l'intégralité d'un végétal. Donc, il est probable que cette chute du pourcentage de plants infectés, elle est plutôt liée à la méthode d'analyse, à la méthode d'échantillonnage, encore une fois, qui dilue et qui sous-estime le champignon, plutôt qu'à une disparition du champignon. C'est le plus plausible. Et voilà. Ça, c'est, à mon avis, c'est même ça. Voilà. Donc, on passe de 60 à 45 dans le lot témoin. Ensuite, on a l'année suivante juste plié, monté les souches en pliant une baguette. C'était vigoureux, donc on n'a pas fait un tronc monté au fil. On l'a plié directement sur le fil. Voilà comment on a fait. Pour prélever, c'est destructif. Donc on a gardé un pampre au deuxième prélèvement. Donc on avait plié la baguette et ensuite on garde un pampre très tôt en saison qui va nous permettre de garder le tronc pour ne pas le détruire. Et on recèpe immédiatement, dès la troisième feuille finalement, on recèpe immédiatement et on analyse, on prélève le tronc et on analyse ce qu'il y a dedans. Alors bon, les détails en l'emballant individuellement chacun dans un sac pour pas qu'on ait des contaminations croisées, essayer de limiter les risques de biais. Donc, on est passé à 33,5% en 2015 sur l'échantillonnage prélevé. Donc 33%, 2 ans après la plantation, avaient déjà des champignons de plants qui n'avaient rien au départ, rien du tout. Vous voyez qu'on est relativement stable au niveau témoin, on n'a pas détecté plus que l'année suivante. Toujours à mon avis, ce problème de dilution, la croissance qui continue, etc. Alors après, tout change. En 2016, alors ça c'est le nombre d'échantillonnages qui fait qu'on a eu du 80,0. C'est des nombres entiers de plants on a 80% des plants qui n'avaient rien au départ, qui 4 ans plus tard se retrouvent avec 80%. On retrouve 80% des plants avec des champignons, des Botryosferia, plusieurs espèces, dans les tissus internes. Vous voyez que le témoin aussi, paf, c'est recontaminé probablement au même niveau. Donc on a un pic. Alors c'est là où on a fait la première taille Guyot, là où la souche a commencé à être vraiment établie. Alors elle n'est plus vraiment en phase de formation, de croissance, etc. Donc là, elle est formée. Probablement des champignons se développent. On a un peu moins de mal à les attraper avec notre échantillonnage. Il s'avère que plus les contaminations qui ont eu lieu, on est à 80% au bout de 4 ans. Donc ce dispositif, pour nous, il a fini. Parce que 80% avec la sous-estimation, ça veut dire que on est au niveau du témoin de toute façon. Donc on va continuer à le suivre. Mais en regardant les symptômes, quand on regarde le long de la baguette aussi, ça c'est la disposition, on voit qu'il y a des Botryosferia partout. Et alors cerise sur le gâteau, en 2017, on a eu un symptôme. On a eu une vigne symptomatique, Botryosphériose probablement, au niveau des symptômes, assez nette, sur une souche de grève bouteux herbacée, qui n'avait rien au départ. Voilà. Donc, on attend. En 2018, on n'a pas eu de réexpression des symptômes. On n'a pas eu d'autres symptômes. On n'en a eu qu'un. C'est aussi la fluctuation. C'est une maladie assez étonnante. Là, on est en 5e année. On avait un symptôme très net. Voilà. Donc, on continue dans le cadre du plan dépérissement à le suivre. On va essayer d'implanter d'autres parcelles parce que pour l'instant, personne d'autre n'a pris en main cette problématique. On va essayer d'implanter d'autres parcelles et de suivre les populations avec des outils d'analyse génétique plus performantes et plus riches en espérant trouver d'autres choses. Alors on n'a pas montré que ça servait à rien de désinfecter, c'est pas ça du tout. On n'a pas montré qu'un plant sans champignons, finalement ça sert à rien. On n'a pas détecté tous les champignons. Il faut attendre de voir l'expression des symptômes, etc. Mais si on commence pas, donc cette parcelle elle est en place pour longtemps. On espère qu'on va avoir plein de symptômes rapidement qui vont nous permettre de regarder où ils apparaissent, etc. Et surtout qu'on va pouvoir implanter d'autres parcelles un peu sur ce modèle avec d'autres moyens d'investigation. Toujours est-il que la recontamination, elle est massive, extrêmement rapide, par au moins les champignons Botryosferia. Voilà. Donc là aujourd'hui, les conclusions. La limitation d'un inoculum, c'est compliqué. Est-ce que ça a un avantage ? Je vais pas m'étendre plus. C'est quand même une expérimentation qui nous pose plus de questions que ça amène de réponses pour l'instant. Toujours est-il qu'il faut rester extrêmement prudent avec les exigences de désinfection à blanc
du matériel de pépinière, parce que dans le meilleur des cas, ça sert à rien. Dans le pire des cas, y a quand même des dommages collatéraux qui sont pas à négliger. Il faut être vraiment sûr que ça a un impact significatif au vignoble avant d'exiger de la pépinière qu'elle utilise massivement certaines méthodes. Ça peut être aussi des méthodes physiques, hein, chauffer les bois tout le temps, utiliser des procédés physico-chimiques, hein, comme de l'eau oxygénée, de l'ozone, etc. Bon, c'est pourquoi pas, ça va renchérir le coût du plan, c'est possible. Est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut au moins que ça serve à quelque chose. Et parlons pas des fongicides avec tous les problèmes que je vous ai cités. Voilà. Oui, d'accord, bon, on en a parlé, c'est les essais qui ont été menés ici, hein, sur les... Voilà, ça exprime la contamination, enfin la baisse des populations, hein, de champignons, c'est ça D'accord, donc c'est les mêmes essais, donc c'est pour dire la même chose. Voilà, ça aussi. Ok, c'est la même chose, donc voilà. On est à peu près d'accord, enfin on est complètement d'accord sur le diagnostic, hein, c'est que bon, réduction des champignons par le traitement à l'eau chaude, partiel et temporaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects? Je vais réussir à rattraper, je suis dans les temps. C'est à 5 heures. 5 heures, c'est la fin. Ouais, c'est bon. Oh, on va me finir en avance. Ah, j'aurais dû préciser avant de commencer que j'avais pas de solution à ce jour, hein, mais que malheureusement là aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à explorer des pistes ou des choses qui nous sont soumises, bon, quitte à démontrer parfois que le Père Noël n'existe pas, mais on passe beaucoup de temps parfois à démontrer que le Père Noël n'existe pas, mais ça sert à quelque chose. Ça sert peut-être, si c'est répété, admis, etc., à fermer des voies qui servent à rien. Et des voies qui servent à rien et qui sont explorées, c'est de l'argent, c'est du temps perdu, c'est voilà. Bon, on n'a pas fermé toutes les voies, il y a encore du travail, hein, beaucoup. Mais peut-être que canaliser un peu les forces de tout le monde plutôt que de chercher à l'infini des champignons dans des jeunes plants de vigne, voilà. On gagnerait peut-être en efficacité. Voilà. Oui. La conclusion à retenir, c'est que finalement, tout ce qui est au niveau de l'implantation du cep, du plan, ça n'a pas d'impact sur la croissance à venir, donc ça va être plutôt sur les pratiques du vigneron et même éventuellement les fertilisations qu'il va apporter qui vont plus ou moins développer certains qui vont avoir un impact. Là, on rentre dans la séparation entre les facteurs causaux, hein, les agents causaux de ces maladies et les facteurs aggravants. Donc après, je veux dire, chaque plaie de taille, c'est une voie de pénétration, au moins on le sait pour le typiose, hein, puisque c'est par là que ça pénètre. Les Botryosferia, en fait, ils pénètrent par manifestement beaucoup d'endroits, y compris des plaies cicatrisées, ça la Réunion l'a bien montré. Donc après, toutes les pratiques, on a des facteurs aggravants qui peuvent être soit les stress, les manques de vigueur liés à des stress hydriques majeurs, à des carences graves. La carence en potassium, hein, on y revient, elle a un impact important des années et des années après sa survenue sur les jeunes vignes. Hein. Une vigne qui a été fortement carencée en potasse, elle met très très longtemps à s'en remettre parce que le réversé de la carence en potasse, il vaut mieux ne pas rater la fumure de fond, faire très attention à ça, parce qu'après c'est long. Hein, le chemin est long et les vignes, on peut se dire, après avoir subi un stress majeur comme ça, leur devenir, qu'est-ce qui va être, quoi. Donc après, ouais, tous les facteurs aggravants se cumulent. Hein, les excès de vigueur, on le sait aussi, sont des facteurs aggravants des maladies du bois. Donc voilà, je ne sais pas que répondre de plus à la question. Hein. Effectivement, les mauvaises tailles, les tailles mutilantes, tout ça, bon, maintenant ça commence à être de mieux en mieux appréhendé, mais il n'empêche qu'on pourra peut-être, probablement, diminuer, retarder l'arrivée des symptômes en faisant très attention au flux de sève, en limitant les grosses plaies de taille, en faisant de l'épamprage précoce plutôt que de faire des arrachages quand ça a beaucoup poussé, qui font des plaies en creux avec une forte surface, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être faites de bon sens, je dirais. Par contre, on n'empêchera pas le Sauvignon blanc d'être plus rapidement atteint que le Chardonnay ou le Merlot, quoi. Parce qu'il y a un facteur génétique qui fait que la sensibilité, elle est très forte sur certains génotypes, quoi. Voilà. Donc oui, je ne sais pas que répondre de plus, parce que ce sont des problèmes qui sont extrêmement complexes à la croisée entre des sensibilités génétiques, des champignons qui font le boulot mais qui sont toujours là, et après des pratiques plus ou moins aggravantes. Voilà. Et c'est ça qui est difficile à appréhender.
J'ai presque trop de temps pour parler du curetage des souches. Ouais.